Bonjour à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Près de la moitié des salariés en France travaillent dans des sociétés non financières, qu'elles soient privées ou publiques, qui constituent le cœur de notre système productif. Le partage du supplément de richesse créé par ces sociétés, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, a beaucoup évolué au fil des années. Ce partage est-il équitable entre la rémunération du capital et celle du travail? Comment doit-elle être réparti pour être juste? Capital, travail, comment partager? Messieurs, c'est avec vous que nous allons en débattre. Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise, bonjour. Bonjour Priscilla. Joseph Tournel, vice-président de la CFTC, bonjour. Bonjour Priscilla. Jean-Eudes, ça se passe comment chez vous, dans votre entreprise? Comment est-ce que ça se répartit justement cette valeur ajoutée entre capital et travail? C'est vachement indiscret. C'est très indiscret, mais je vous la pose quand même. Oui. Alors ça dépend des entreprises que je dirige. J'ai envie de dire, on respecte la loi en général, et la loi, à partir d'une certaine taille, prévoit participation, intéressement, et c'est ce qu'on applique. Mais je suis un peu mal à l'aise avec cette notion de partage ou d'intéressement, parce que c'est complexe. Il reste à savoir, à déterminer ce que l'on doit partager. Parce que j'investis 100 millions d'euros. Je ne les ai pas, mais j'investis 100 millions d'euros. Je suis en droit d'attendre un certain revenu de ces 100 millions, de cet investissement. Et en plus, si c'est très risqué, je risque, en entreprenant 100 millions, je risque de les perdre. Donc ma rémunération, la rémunération de mon capital, doit être aussi à la hauteur du risque que je prends. Si c'est sans risque, je peux attendre une rémunération moindre. S'il y a beaucoup de risques, je suis en droit d'attendre une rémunération forte. S'agissant du bénéfice de mon entreprise, justement, qui me revient par le droit, par les textes, par les statuts de l'entreprise, la question que je dois me poser, c'est est-ce que la rémunération de mon capital intégrant la prise de risque est juste ou pas, suffisante ou pas? C'est assez personnel comme appréciation. Il n'y a pas de méthode d'évaluation du juste profit. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une des émissions. Ce que l'on peut dire, enfin ça c'est plutôt ma position, c'est qu'il y a une rémunération normale, juste, du capital investi et des risques pris. Et puis, au-delà, le bénéfice, après, on peut en faire ce que l'on veut. Et la question, c'est est-ce que si on le partage avec les salariés, on le partage équitablement avec les salariés? Et qu'est-ce qui est équitable avec les salariés? Est-ce qu'on le partage en fonction des mérites, auquel cas ça revient à verser des primes? Est-ce qu'on le verse à tous, y compris ceux qui ne sont pas engagés et qui ne sont absolument pour rien dans ce surrésultat? C'est pour ça que, pour moi, quand je dis que je suis mal à l'aise, c'est que je considère que c'est très complexe. Et si on a le souci d'être juste, ça devient encore plus complexe. Je sens que Joseph ne va pas être d'accord avec vous. Non, c'est un sujet complexe sur lequel se racontent beaucoup de bêtises. À mon sens... Mais pas Jean-Eudes. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Eudes, mais on peut faire une première approche en disant, il est légitime que le capital soit rémunéré, à hauteur notamment des risques, mais il est aussi légitime que le travail soit rémunéré et récompensé, et que si une entreprise fait des bénéfices, elle partage ses bénéfices avec les salariés. Après, tout ça est plus compliqué parce que ça dépend aussi du secteur d'activité, où les investissements nécessaires ne sont pas forcément les mêmes. Ça dépend aussi si c'est une jeune entreprise ou une entreprise plus ancienne. Une jeune entreprise, elle a besoin de se développer, donc quels investissements? Mais sur la valeur ajoutée, je lis des articles, je vois les économistes faire des grandes théories. On a fait un travail qui a duré 1 an et demi avec le MEDEF, la CPME, les artisans et commerçants, la CFTC. Des gens fréquentables en somme. Absolument. La CFDT et puis 3 autres syndicats qui, au fur et à mesure, ont arrêté le travail. Mais nous, on est allé jusqu'au bout et on vient de publier quelque chose sur le partage de la valeur ajoutée. Premier constat, comparaison internationale. Valeur ajoutée ou bénéfice? Valeur ajoutée. Premier constat, les comparaisons internationales sont peu efficientes parce que les sources statistiques, les méthodes statistiques ont des différences telles que quand on voit des articles comparant ceci à cela, généralement, ça a peu de sens. Deuxième chose, les affirmations qui sont du type en France, les dividendes ont énormément augmenté, les actionnaires se goinfrent depuis quelques années au détriment des salariés. La méthode statistique ne permet pas
de le démontrer. Loin de là, pour des raisons, parce qu'il y a des trous. Nous avons d'ailleurs demandé qu'on comble ces trous et à la Banque de France et à l'INSEE. Par exemple, quand il y a une entreprise qui rachète ses propres actions, ça joue énormément dans la valeur ajoutée. Ça, ce n'est pas pris en compte par la statistique. Deuxième exemple, l'INSEE délimite son champ d'activité qu'aux entreprises, aux seules entités résidant sur le territoire national. Et pourtant, dans la valeur ajoutée qui concerne les salariés français et les entreprises françaises, il n'y a pas que ce qui se trouve sur le territoire national. Cela dit, ce qu'on a fait sur la durée, en regardant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un partage et peu d'évolution depuis 1970 à aujourd'hui. La répartition est toujours à peu près la même entre salariés et entreprises, sauf que ce qui vient perturber les choses, c'est notamment la fiscalité, les charges, parce que quand je distribue du salaire, ça on sait, mais quand à côté on met une nouvelle taxe, par exemple pour financer la dépendance, ça a un côté revenu pour les salariés. Quand je finance la sécurité sociale, c'est un revenu différé. Et donc là, ça joue sur la répartition. C'est pas l'entreprise. Donc en fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que le système est extrêmement complexe. Et complexe, et qu'on raconte beaucoup de bêtises dessus. Alors, est-ce que c'est une bêtise de dire que depuis ces 20 dernières années, les salaires ont peu évolué par rapport à la... La part des salaires. La part des salaires a peu évolué par rapport à la valeur ajoutée. Forcément, puisqu'il y a une mécanisation, il y a de l'automatisation, on a amélioré la productivité, et heureusement que la part des salaires a... Mais est-ce que la part salaire, elle a cru de la même façon que la valeur ajoutée des entreprises ? Le pouvoir d'achat a augmenté, clairement. Mais en lien avec cette valeur ajoutée dans certaines entreprises qui ont cru... Mais c'est déconnecté, puisque le salaire, ça rémunère deux choses, le temps passé et la compétence. Et puis on peut rémunérer par des primes l'engagement fort, ou la surcompétence, on va dire. Simplement, je vais revenir pour complexifier les choses en disant mais qu'est-ce qu'on veut partager ? C'était ma première question. Est-ce que c'est la valeur ajoutée ? Est-ce que c'est le bénéfice ? Et dans le bénéfice, est-ce que ce sont les dividendes ou pas ? Mais je prends un exemple d'une entreprise qui est en développement ou qui doit au contraire se protéger, qui fait des bénéfices et qui doit réinvestir ces bénéfices dans la rénovation de l'outil de production ou dans son développement. On n'est pas capable de verser des dividendes aux actionnaires. Est-ce que pour autant, on doit partager le bénéfice avec les salariés, dans la mesure où l'actionnaire ne se sert pas et qu'il laisse l'argent dans l'entreprise ? Il le retrouvera peut-être un jour lorsqu'il vendra l'entreprise, mais peut-être qu'on peut imaginer que s'il y a une plus-value importante, cette plus-value puisse revenir en partie aux salariés, j'en sais rien. Mais en fait, il n'y a pas de solution juste, et c'est la raison pour laquelle je suis absolument contre le principe de légiférer sur ces questions-là. Parce que, comme le disait Joseph, il y a des tas d'entreprises d'activités différentes, de situations différentes, et légiférer, ça veut dire normalement simplifier, ou alors on fait une usine à gaz et on n'y comprend rien. Je ne suis pas vraiment d'accord. Moi, je pense qu'il faut mettre des règles. Et ensuite, à partir de ces règles, ce sont des grandes indications, on peut faire des exceptions, en fonction de ce que je disais, le secteur d'activité, une entreprise qui démarre ou pas. Mais enfin, la règle de ce danger révolutionnaire qui s'appelait le général de Gaulle, de la participation des salariés, avec une répartition en gros en 3 tiers, 1 tiers pour les actionnaires, 1 tiers pour l'investissement, 1 tiers pour les salariés, le poser en principe et laisser dans les branches professionnelles négocier sur ce principe. Les exceptions au principe, ça me paraîtrait intelligent. Posons déjà le principe. Et puis, je crois que le problème des dividendes qui sont crachés, qui sont pris par les entreprises, c'est quelque chose qui est exact pour un certain nombre d'entreprises, qui sont généralement les très grosses, et qu'on ne retrouve pas au sein du tissu majoritaire, qui est le tissu des PME, des petites entreprises. Et là où il y a un problème qui est choquant, c'est quand on voit des entreprises qui font des très gros bénéfices, qui mettent ces bénéfices ailleurs et qui ne redistribuent pas. Et là, on a un vrai problème qui touche essentiellement les multinationales. Il ne faut pas l'associer à l'ensemble de nos entreprises. C'est ça le danger. Et je vois des caricatures souvent où on dit ils se goinfrent en dividendes. Non. Et puis deuxième point, sur l'évolution des salaires.
on s'aperçoit en fait que ceux qui souffrent sur leurs revenus en tout cas, parce que c'est le salaire qu'on va leur verser, mais c'est aussi leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de vie, c'est la classe moyenne. Ceux qui ont eu des évolutions plutôt positives, c'est les plus pauvres, c'est tant mieux pour eux, et c'est les plus riches. Mais c'est la classe moyenne, pourquoi ? Parce que quand je touche une rémunération, mais que des règles fiscales font que du coup, ça me donne ou pas droit à un certain nombre de droits, d'avantages, on s'aperçoit que là, la classe moyenne a des revenus qui, ces dernières années, notamment à cause d'une politique familiale à l'envers, qui rétrécit, eh bien cette classe moyenne-là a des revenus qui, globalement, baissent. La statistique générale va nous dire « Ah bah oui, ça se maintient ». Oui, mais la statistique générale, elle oublie de regarder les déciles des deux bouts, et ceux qui sont au centre, aujourd'hui, souffrent énormément, d'où sans doute le mouvement des Gilets jaunes, qui, eux, ont bien constaté qu'ils se paupérisaient. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Jean-Eudes au début des règles communes, et après, chacun... Non, mais Joseph a beau appeler à son secours le général de Gaulle... Avec respect quand on parle du général, s'il vous plaît. Qui, au passage, n'a pas prévu ou promu l'idée des 3 tiers. Il a inventé l'intéressement, la participation, c'est tout. Mais moi, je suis très contre... Oui, mais justement, je trouve que ce dispositif est déjà très bien. L'idée des 3 tiers, avec 1 tiers pour l'actionnaire, 1 tiers pour l'investissement, ça marche peut-être, c'est peut-être juste dans certains domaines, mais il y a des secteurs qui nécessitent beaucoup d'investissement, auquel cas le tiers d'investissement ne suffira pas. Et puis des domaines dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'investissement et pour lesquels le tiers est trop important. Du coup, je crois m'entendre il y a quelques minutes. Je vous repose ma question. C'est exactement ce que comment est-ce qu'on partage ? Laissons les branches. Ah oui, mais posons un tu principe. faisais la promotion des 3 tiers. Posons un principe. Ça évite qu'un certain nombre de personnes qui font des gros bénéfices restent assis sur leurs bénéfices en disant j'ai pas d'obligation. Par exemple, quand je vois dans l'hôtellerie-restauration, il y a des secteurs où ils gagnent beaucoup d'argent et ils disent on peut pas embaucher. Eh bien, s'ils associaient un peu plus leurs salariés aux bénéfices, ils auraient un peu plus de salariés et ils arriveraient à les fidéliser. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse bien tranchée à la question que j'ai posée en début d'émission, mais j'ai bien compris que le sujet était assez complexe et qu'il était difficile de trancher. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Ça arrive. Hein. Pas complètement d'accord. Pas complètement d'accord. Merci à tous les deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.